Salut et une fois de plus, bienvenue sur École Très Facile. Alors c'est un plaisir de vous retrouver pour parler encore de physique sur les applications des lois de Newton. Et on abordera la notion cette fois avec un exercice très intéressant et particulier, le spectrographe de masse. Alors sans plus tarder, on se retrouve après le générique pour commencer. Pour notre application, on s'est intéressé au spectrographe de masse. Voici le schéma, on aura le temps de parcourir au fur et à mesure. Alors, sans plus tarder, intéressons-nous très vite à l'énoncé. On envisage étudier la séparation des ions à l'aide d'un spectrographe de masse. On s'intéresse à étudier la séparation des ions à l'aide de ce dispositif. On verra comment ce dispositif appelé spectrographe de masse nous permettra effectivement de faire la séparation des ions. Bien sûr, comme hypothèse simplificatrice, dans tout l'exercice, on négligera les effets de la pesanteur sur les ions. Ça va de soi. Alors, sans plus tarder, expliquons très brièvement ce principe. Là, comme nous l'avons dit, il s'agit du spectrographe de masse. À partir de là, on a un point S où des ions en question quittent avec une vitesse initiale nulle. Et ils vont quitter en S pour arriver en A, certainement avec un accélérateur, on verra. Et ensuite, ils vont quitter de A pour A'. Et dans le passage de A à A', on se rend compte que pour notre cas, on a deux champs. D'une part, un champ magnétique qui est perpendiculaire au plan du tableau, perpendiculaire et sortant. On a également un champ électrique qui est cette fois dans le plan du tableau horizontal de la gauche vers la droite. Et également encore dans ce compartiment, ne vous inquiétez pas, on aura le temps de parcourir, j'explique juste les termes qui y figurent. On a également là un deuxième champ magnétique qui n'a rien à voir avec celui-ci, mais cette fois notre champ magnétique-ci est entrant, toujours perpendiculaire au plan du tableau, et on l'a nommé B'. Et là effectivement, on a un plat qui va nous permettre de récupérer les ions. Ainsi, voilà donc toute la trajectoire que nos particules feront, et on va étudier cette trajectoire au fur et à mesure à travers les exercices, à travers les questions que cet exercice nous proposera. Alors sans plus tarder, on va s'intéresser très vite à la première question. On dit ceci: on considère les ions de deux isotopes. Voilà nos deux isotopes. X2 plus, voilà les ions, mais sauf que là, le nombre de masse est 200. On a encore un autre ion là, X2 plus, mais son nombre de masse est 202. Donc effectivement, il s'agit de deux ions, mais ces deux ions ne sont pas totalement identiques. Parce que peut-être bien il s'agit d'un même atome, peut-être bien il s'agit bien de 2 plus, mais là il ne s'agit pas du même nombre de masse. Donc là, c'est deux ions totalement différents. Et le but de cet exercice est de séparer ces deux ions. Donc on considère que ces deux ions, au départ, on ne peut pas les distinguer, on ne peut pas les séparer, et on verra comment tout notre dispositif va nous permettre de séparer cet ion-ci et cet ion-ci. Il est clair que ces ions se ressemblent. C'est pour ça qu'on dit les ions de deux isotopes, parce qu'il s'agit du même atome. Bien sûr, on donne le nombre de charges Z égale à 80. On dit que ces deux ions sont émis sans vitesse initiale, telle que nous l'avons présenté. Tout part d'ici. Au départ, on a ces deux ions qui ne sont pas séparés parce que le but est de faire les différenciations. Au départ, on a ces deux ions qui sont en S. On ne sait pas ce qui s'est passé avant S, mais on sait qu'ils sont émis en S sans vitesse initiale. Donc, les deux ions partent de S sans vitesse initiale et ces deux ions sont accélérés par une différence de potentiel USA qui est encore égale à USP qu'on a noté U. Donc, on retient très vite, on va parcourir le schéma. Entre S et A, il y a une différence de potentiel. Ou si vous voulez, il y a une tension. Ou si vous voulez encore, il y a une force électromotrice. Quel sera le but de cette force électromotrice? Ça va permettre de prendre ces deux ions qui n'ont pas de vitesse émis en S, les accélérer de telle sorte qu'ils puissent arriver en A. Dans la première phase, le passage de S en A. Et cela n'est possible pas sous l'effet de leur poids, parce qu'on pourrait dire que le simple fait de leur poids, il pourrait descendre, puisqu'on a négligé la pesanteur, donc on considère qu'il n'y a pas le poids. Donc ça veut dire qu'on est en train de considérer que les ions vont quitter de S en A, pas sous l'action de leur poids, pas sous l'action de leur masse, mais sous l'action de la différence de potentiel qui existe entre S et A. Alors, comme premier volet dans cette première question, on nous demande l'expression littérale de la vitesse d'un ion en A, c'est-à-dire l'ion qui est émis là sans vitesse initiale en S. Il y a une différence de potentiel qui a pour but de les accélérer et les permettre d'arriver en A, puisqu'ils ne peuvent pas arriver en A par leur propre moyen, puisqu'on a négligé le poids. Ainsi, sans plus tarder, on peut directement faire très vite un simple tech entre S et
A. Bien sûr, je ne m'intéresse d'abord dans un premier temps que entre S et A. Après A, on verra à travers les autres questions. Ainsi, on peut dire, par application du théorème de l'énergie cinétique, bien sûr, j'applique le théorème de l'énergie cinétique entre le point S et le point A. C'est important de savoir. J'ai ceci. L'énergie cinétique de mon ion en A, c'est-à-dire l'énergie cinétique finale, bien sûr, il faut faire très attention, moins l'énergie cinétique initiale en S, parce que le point initial est S et le point final est A. La variation de l'énergie cinétique finale moins l'énergie cinétique initiale égale à quoi? Sont des travaux de toutes les forces extérieures. Bien sûr, si les gens qui de S en A, c'est pas l'action d'une force. Ce n'est pas le poids, puisqu'on a négligé le poids, bien qu'on reconnaisse qu'il y a le poids. Tout corps qui a une masse a un poids, mais on néglige. Mais ces ions vont quitter de S en A, bien sûr, sous l'action d'une force, pas la tension, puisque la tension n'est pas une force, mais cette tension va créer une force. Et cette force sera dite la force électrique. Donc, effectivement, cette force qui permet ce passage, il s'agit de la force électrique. Donc, il va s'agir du travail de cette seule force extérieure qui existe, qui est la force électrique. Bien sûr, l'énergie cinétique en S, que ce soit cette ion-ci, que cette ion-ci, ils partent tous avec une vitesse initiale nulle. Donc, l'énergie cinétique en S, c'est 0. Donc, on aura l'énergie cinétique en A, finalement, on peut directement remplacer. Ça sera 1,5 de mVA carré, c'est la formule de l'énergie cinétique. Peu importe l'ion, là je parle de manière générale. L'énergie cinétique en S, ça vaut 0. Maintenant, il faut le travail de cette force électrique ici. Or, par définition, le travail, c'est quoi? C'est la force fois le déplacement en question. Bien sûr, le déplacement de S à A. Rappelons encore que cette force est encore égale à quoi? Valeur absolue de Q fois E. Le tout fois B. Bien sûr, cette force électrique, ça ne vient pas de nulle part. Ça vient de quoi? Du champ électrique qui est créé par la différence de potentiel. On connaît tous l'expression F égale la valeur absolue de QE. Et maintenant, soyons encore un tout petit peu persévérants. Valeur absolue de Q. E, à son tour, par définition, on voit que E est créé par la différence de potentiel U sur D fois D encore. Et là, on se rend compte que la distance qui est apparue, qu'on avait peur, finalement, se simplifie. Donc, au grand final, on a l'énergie cinétique en A, 1,5 de mVA carré égale à tout simplement valeur absolue de Q fois E. Bien sûr, cette tension supposée positive. Donc, en très petit récapitulatif, on va dire ceci, la tension va créer le champ électrique et le champ électrique, puisqu'il s'agit des charges, va créer la force électrique qui va permettre le passage de S en A. Et bien sûr, on ne nous demande pas l'expression littérale de l'énergie cinétique, mais de la vitesse. Donc, on va tirer la vitesse I ici. On a 1,5 de mVA carré égale à la valeur absolue de Q fois U. Alors, on pourra finalement tirer VA très vite. Ça va nous donner racine carrée de 2 valeur absolue de Q fois U, le tout sur M. On peut se limiter là. Donc, ça veut dire ceci, un ion qui a une charge Q, parce que tout ion a une charge, un ion qui a une charge Q, qui a une masse M, et qui est accéléré par une tension U, va quitter de S en A, et en A va acquérir cette vitesse VA qui égale la racine carrée de 2 valeur absolue de Q. Il est préférable de dire valeur absolue parce que la charge peut être un anion ou un cation. La valeur absolue nous permet de recueillir la valeur positive de la charge. Fois U, bon, valeur absolue de U, mais là, notre tension se veut positive, divisée par la masse de l'élément A en question. Bien sûr, on a dit qu'on néglige l'effet de pesanteur, mais cela ne signifie pas qu'on néglige la masse. C'est pour dire que la masse va créer le poids, mais ce poids, la valeur sera très petite par rapport à la force électrique qui va se créer. Donc vraiment, par hypothèse de simplification, on néglige le poids, mais on ne néglige pas la masse. On voit bien que c'est parce qu'il y a la masse qu'il y a une vitesse et une énergie même, ça va de soi. Voilà ce qu'il en était pour le premier volet de cette question où on s'est intéressé au passage de S en A par une différence de potentiel U. On a pu exprimer leur vitesse d'arrivée en A. Et là maintenant on se rend compte que la vitesse d'arrivée en A dépend essentiellement de deux caractéristiques. C'est-à-dire, on suppose ce système est déjà réglé avec une différence de potentiel U, ce n'est pas un problème. Donc la vitesse en A dépend de la valeur de la charge de l'ion en question. On se rend compte que ce soit cette ion-ci, que cette ion-ci, c'est la même charge. Donc jusqu'ici là, ils ont la même charge. On ne peut pas encore les différencier. Et on se rend encore compte que ça dépend de la masse. Bien que ces éléments-ci soient d'un même atome,
Bien que ces éléments-ci aient la même charge, mais ces éléments-là n'auront pas la même masse. Donc ces éléments-là n'auront pas la même vitesse. Alors, sans plus tarder, on va s'intéresser au deuxième volet de la première question. Ici, il nous est demandé de montrer que les deux espèces d'ions émis arrivent en A avec des vitesses différentes. Donc, on se rend bien compte là, je préfère faire ce petit récapitulatif. On avait les deux ions qui sont émis. On a pu déterminer l'expression de la vitesse d'arrivée et on lui demande de montrer que cet ion-ci va arriver en A avec une vitesse différente de la vitesse d'arrivée de cet ion-ci. Maintenant, remettons d'abord cette expression, la vitesse d'arrivée en A, pour un ion quelconque, que ce soit le premier ou le deuxième, cette formule est vraie. Racine carrée de 2 valeur absolue de Q fois U sur M. On se rend compte que ces deux ions sont accélérés par la même tension parce que la tension ne dépend pas de l'ion, mais ça dépend du dispositif. Cet ion-ci va venir voir cette tension, cet ion-ci va venir voir cette même tension. Donc, c'est-à-dire que ce soit pour la première espèce ou pour la deuxième, U ne change pas puisque ça ne dépend pas d'eux. Continuons encore. Donc, le terme U est commun par rapport aux deux ions. Maintenant, la charge. On se rend compte qu'il s'agit effectivement de deux ions. Il aurait même fallu que ce soit les ions pour que la force se crée. On se comprend. Maintenant, là, on se rend compte que la charge de cet ion-ci, de ce premier ion, c'est 2+. Et également pour cet ion, c'est 2+. Donc, on se rend compte que les deux éléments ont une même charge. Valeur absolue de Q qui serait égale à 2E. Que ce soit pour cet ion ou pour cet ion. Donc, les deux ions ont la même tension. Les deux ions ont la même charge à cause de 2+2+. Si on avait 2+ et plus, ou 2+ et 3+, là, on pouvait directement voir une différence. Maintenant, continuons encore. Cette vitesse ne dépend pas seulement de U, seulement de Q, sinon ce serait la même vitesse. Mais ça dépend aussi d'un autre paramètre, qui est quoi? La masse. Maintenant, la question qu'on va se poser est, est-ce que l'ion-ci et l'ion-ci ont la même masse? C'est la même tension, c'est la même charge, mais est-ce que c'est la même masse? Maintenant, on va se poser une question. Comment faire pour avoir la masse de cette espèce? Bien sûr, il s'agit là d'une espèce chimique qui a des électrons, qui a des protons, qui a des neutrons. Même si c'est un atome qui est devenu un ion, ça ne change rien sur ces éléments constitutifs. Alors, la masse d'une espèce, bien sûr, puisqu'on se rend bien compte, et on le connaît depuis, on l'a vu depuis la classe de seconde, les électrons ont une masse tellement faible, dont la masse de toute cette espèce-ci correspond encore à la masse de son noyau. Or, la masse du noyau, c'est la somme des masses des éléments constitutifs du noyau. On va faire un petit récapitulatif. Dans le noyau, on a les protons et on a les neutrons. Donc, ça veut dire que la masse de chaque espèce, c'est encore la masse de son noyau. C'est-à-dire, la masse des protons plus la masse des neutrons. Maintenant, regardons cette espèce-ci. Quand on met X2 plus 200, ça veut dire que dans le noyau, il y a 200 nucléons. Quand on dit nucléons, ça veut dire, quand on mélange les protons et les neutrons, ça donne 200. Donc, dans le noyau, il y a 200 éléments. Dans ce noyau-ci, il y a 202 éléments. Donc, on se rend compte que la masse de cet élément-ci sera plus grande que la masse de cet élément-ci parce que dans le noyau de celui-ci, peut-être qu'ils ont même électrons, peut-être qu'ils ont même protons, mais ils auront des neutrons différents. Parce que dans le noyau de celui-ci, il y a 202 éléments. Dans le noyau de celui-ci, il y a 200 éléments. Or, ces deux éléments-là, on ne peut pas négliger les masses. Donc, on se rend bien compte qu'ils n'ont pas rigoureusement la même masse. Il y a une différence de masse et le moins qu'on puisse dire, c'est que la masse de cet élément sera plus grande que la masse de cet élément parce que cet élément, dans son noyau, a plus d'éléments. Donc, on se rend compte que si on appelle cet élément 1, M1 est différent de M2. Même tension, même charge, mais si déjà il y a un terme qui leur est différent, ça change la valeur de VA. Donc effectivement, là on l'a dit et là on l'a prouvé, ces deux espèces, toutes de S ensemble même peut-être, sans vitesse initiale, arrivent en A, peut-être même ensemble, mais n'arrivent pas en A avec la même valeur de la vitesse. Et ceci peut même constituer déjà un critère de différenciation. Si c'est qu'on a un moyen de mesurer la vitesse ici en A, on sait déjà que quoi? Que si un élément arrive avec telle vitesse, alors ça veut dire qu'il s'agissait de cet ion. Si ça vient avec telle vitesse, alors ça veut dire qu'il s'agissait de cet ion. Voilà déjà un principe de séparation des ions. Donc ça veut dire qu'on peut faire une distinction des ions en étant regardant sur la vitesse d'arrivée ici, parce que la vitesse d'arrivée ici dépend des masses.
C'est vrai, ils ont même charge, mais heureusement, ils ont quelque chose de différent qui va permettre de faire la différenciation, qui est la masse. D'où le nom spectrographe de masse. Différenciation des ions basée sur la différence de masse. C'est parce qu'ils n'ont pas les mêmes masses qu'on pourra faire leur différenciation. Si peut-être on veut faire une différenciation sur un autre aspect, peut-être sur le volume, on dira spectrographe de volume, qui va se baser sur la différence de volume pour faire la différenciation. Mais là, il s'agit du spectrographe de masse. C'était tout pour cette vidéo. On préfère d'abord se limiter là, dans cette vidéo, aborder la première question, aborder la première partie de notre schéma, la première partie de notre spectrographe de masse, où il était question pour nous d'étudier le passage des deux ions à différencier de S en A. Bien sûr, ce passage est possible grâce à une différence de potentiel établie. On se verra dans les prochaines vidéos, dans les vidéos qui suivront celle-ci, pour aborder la seconde partie de notre spectrographe et enfin la dernière partie à travers les nouvelles questions qui nous seront posées. Bien sûr, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager, de commenter, de recommander à votre entourage. Si vous souhaitez bien sûr intégrer notre groupe de physique à cet effet, vous pouvez laisser votre numéro en commentaire ou aller dans la description de cette vidéo, vous verrez le lien d'intégration pour une intégration directe. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. À très bientôt pour la suite. À très bientôt pour la physique.